C'est une chaîne de montagnes qui accueille 3 des plus célèbres parcs nationaux des États-Unis. On devine l'ancienneté de ces arbres aux marques laissées par le feu, à croire qu'ils ne craignent pas les incendies. On a une belle vue du Kings Canyon. Et voici les chutes de Yosemite. Je les ai tellement vues en photo. C'est la chaîne de montagnes la plus longue et la plus spectaculaire des États-Unis, la Sierra Nevada. La Sierra Nevada en Californie est une énorme chaîne de montagnes, grande comme l'État de Virginie occidentale. 650 km de long sur 65 à 80 km de large. C'est ici que culmine le plus haut sommet de la zone continentale américaine, à quelques dizaines de kilomètres seulement du point le plus bas du pays. On y trouve les plus gros arbres au monde, ainsi que certains des plus beaux parcs nationaux des États-Unis. Mon frère Dick est géologue, mais nous avons tous les deux besoin d'un expert en la matière pour mieux comprendre ce que nous nous apprêtons à découvrir. Eldridge Moores est violoncelliste concertiste, mais c'est surtout un géophysicien reconnu dans le monde entier pour ses travaux expliquant la naissance de la Sierra Nevada. Le lac Mono est situé à l'est de la Sierra Nevada. Ces étranges formations rocheuses sont plus connues que son eau. Dans la zone est de cette chaîne, il y a 2 choses à ne pas manquer. La vallée de l'Owens et le lac Mono. Oui. Le lac Mono est l'un des sites touristiques les plus visités à l'est de la Sierra Nevada en raison de son étrangeté. En effet. J'ai donc besoin qu'un naturaliste m'explique de quoi il s'agit. Bien. Tout d'abord, l'eau du lac Mono est très saline, bien plus que celle des océans. L'eau des montagnes descend dans le bassin du lac, mais ce bassin n'a aucune issue, il est ceinturé par des failles. L'eau reste donc ici, elle s'évapore et devient très salée. L'autre caractéristique, ce sont bien sûr ces touphases, des formations causées par l'arrivée de sources d'eau douce dans le lac. Il y a donc des sources au niveau des touphases? Oui. Pendant tout un temps, l'eau douce est remontée dans le lac et s'est mélangée à l'eau salée, provoquant la précipitation du carbonate de calcium qui compose ces structures. C'était donc une réaction naturelle entre les composants chimiques de l'eau douce et ceux de cette eau extrêmement salée. C'est ça. Quand le lac était plein, ces tours n'étaient pas visibles. Mais comme la ville de Los Angeles a fait dériver une partie de l'eau qui alimente le lac, le niveau a baissé et les touphases sont apparues. Tout à fait. Le lac doit se maintenir à un certain niveau afin de conserver l'habitat dans lequel ces oiseaux viennent s'alimenter. Regardez-moi toutes ces mouches. On dirait qu'elles sont repoussées par le souffle d'un sèche-cheveux. C'est dingue, c'est énorme, regardez ça. C'est comme une nuée d'oiseaux. Elles réagissent au son, à la vue, à l'odeur. Oui, qui sait? Ces touphases ont la même texture que le calcaire? Non, ils sont plus doux au toucher. Mais ils ont la même composition chimique que le calcaire. C'est le même minéral, la calcite. Est-ce que le fait qu'ils soient exposés à l'air va accélérer leur désintégration? Oui, d'ailleurs certaines tours se sont déjà effondrées. À l'air libre, les touphases s'érodent rapidement. Sous l'eau, ils seraient mieux protégés. Oui, je pense. C'est donc une bonne chose que de réclamer juridiquement l'élévation du niveau d'eau afin de protéger les touphases et la faune de ce lac. Tout à fait, oui. Il n'aura pas fallu insister longtemps pour convaincre Eldridge de sortir son violoncelle portatif.
sud du lac Mono se trouve la vallée de l'Owens, qui longe le flanc est de la Sierra Nevada sur plus de 160 km. S'il y a un endroit en Amérique du Nord où vous n'avez pas besoin de carte pour vous repérer, c'est bien dans la vallée de l'Owens. Il suffit de regarder vers l'ouest et vers cette falaise, cette immense montagne de la Sierra Nevada. On distingue ce formidable escarpement derrière nous qui peut atteindre entre 1200 et 1800 mètres, ainsi que cette vallée verte alimentée par les eaux de la Sierra Nevada. Et si vous regardez vers le canyon, là-bas, vous pouvez voir qu'il y a de l'eau qui en sort aujourd'hui. Mais avant, c'était des glaciers. La vallée de l'Owens est longue de plus de 150 km. Oui. Et elle commence non loin de notre position, à l'extrémité nord. Oui, ça commence dans ce coin-là. La vallée de l'Owens constitue l'endroit idéal pour apercevoir les sommets de la Sierra Nevada. De là, il faut une longue journée de route pour atteindre le parc national de Kings Canyon. Nous sommes ici, au Panoramic Point. Dans le parc de Kings Canyon? Absolument. Et d'ici, nous surplombons le canyon principal. Quel est ce cours d'eau profond qui sort en faisant un angle? Ça, c'est le Middle Fork, un affluent du Kings River. Waouh, c'est énorme. Oui, impressionnant. On peut aussi constater une différence de topographie. Les chaînes les plus hautes sont formées de crêtes arrondies et de grandes vallées en forme de U. Ce sont des zones qui ont été touchées par la dernière période glaciaire. Mais les canyons profonds sont plutôt en forme de V. C'est vrai, les roches sont plus dures en bas. Et elles n'ont donc pas été lissées par le poids des glaciers. C'est exact. Le Pléistocène, c'était il y a 2 millions d'années? Oui, 2 millions d'années environ, jusqu'à il y a 10 000 ans. Il y avait donc plusieurs glaciers ici à cette époque. Oui, il y a eu au moins 3 glaciations, peut-être plus. Et tout ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est cette minuscule quantité de glace qui fond rapidement. C'est ça. Je ne sais pas à quelle vitesse exacte ça s'érode, mais c'est rapide. Ce parc porte le nom de son magnifique canyon, mais il abrite également quelques forêts de gigantesques séquoias. On devine l'ancienneté de ces arbres aux marques laissées par le feu, à croire qu'ils ne craignent pas les incendies. C'est vrai. Ils résistent particulièrement bien au feu qui est monté très haut sur les troncs. Tous ces arbres sont marqués, mais les incendies ne leur font aucun effet. Le feu fait partie de l'écologie de cette région. D'ailleurs, les séquoias ne peuvent pas se reproduire sans lui. Au début, l'Agence des parcs nationaux a lutté contre les feux de forêt, ce qui a empêché la naissance de toute une génération de séquoias. C'est exact. Toute une génération de séquoias a été perdue durant cette période. Mais depuis qu'on a cessé de lutter contre les incendies, de petits arbres ont recommencé à apparaître. Il y a donc à nouveau des bébés séquoias. Oui, ils n'ont que quelques années. Ces arbres sont absolument colossaux. Ce sont les plus grands du monde. Qu'est-ce qui leur plaît autant ici, dans cette partie de la Sierra Nevada? Ils apprécient le climat, mais aussi la pluviométrie. Le froid et la neige? Oui, tout à fait. La neige leur fournit l'eau dont ils ont tant besoin. Elle peut atteindre 10 mètres ici. Exactement, oui. Ces arbres ont au moins 3000 ans, n'est-ce pas? C'est ça. Quand ils sont nés, le climat était radicalement différent de celui que nous allons connaître dans les décennies à venir. Comment envisagez-vous l'avenir des séquoias? Difficile à dire. L'environnement qui semble leur convenir le mieux va remonter à la fois en altitude et vers le nord. Tout dépend s'ils arrivent à s'adapter à temps. Mais il y a un autre facteur. Les prévisionnistes pensent qu'avec le réchauffement climatique, les précipitations hivernales sur la Sierra Nevada se feront plus sous forme de pluie que de neige. Et comme la pluie s'évacue, les séquoias auront moins d'eau. Ils devront donc résister à la sécheresse. Oui, c'est exactement ça.
Si le National Park Service limite l'accès à ces arbres, c'est parce que leur système radiculaire est peu profond. S'il y avait trop de passages près de leurs pieds, ça abîmerait leurs racines. Plus que le feu en tout cas, car cet arbre est en parfaite santé. Il a plein de branches vertes, alors qu'un tiers de son écorce a disparu. Mais il a toute la nourriture dont il a besoin. Il pousse? Oui, il se porte bien. Et comme il doit avoir 1 millier d'années, il va certainement grandir encore longtemps. Le général Grant est un énorme séquoia. A priori, le 3e arbre le plus large au monde en termes de volume. Il n'est pas spécialement grand, seulement 86 mètres, et il est encore tout jeune, à peine 1700 ans. Les séquoias dépassent fréquemment les 3000 ans. Mais qu'est-ce qu'il est gros! Ah, ça fait tout drôle de marcher à l'intérieur d'un séquoia mort. Ça prouve à quel point ils sont énormes. En effet. Et ce qui est surprenant, c'est cette cavité qui s'étend sur toute la longueur du tronc. Oui, elle a été creusée par le feu. Attention de ne pas tomber. Mais lui, après sa chute, a encore survécu quelque temps. Il est mort depuis plus de 100 ans. Ça ne me surprend pas. Ce bois résiste donc très bien aux années. Les tanins et les nombreux tissus ligneux ralentissent son pourrissement. Ouais. Heureusement que ce n'est pas un très bon bois de charpente, sinon il serait parti depuis longtemps. C'est sûr. Dans ces forêts d'arbres géants s'écoule le Kings River, qui creuse encore aujourd'hui le Kings Canyon. Nous avons déjà dit que la Sierra Nevada est une source d'eau. Oui. Et tous les cours d'eau comme celui-ci proviennent des couches neigeuses. Oui. Ils gonflent. L'eau d'ici est bloquée par des barrages, puis déviée à des fins d'irrigation. Sans ce système, elle déboucherait dans ce que l'on appelait autrefois le lac Tulare, situé au sud de la vallée. C'était un lac bas et marécageux, aujourd'hui transformé en terre arable. Oui, c'est ça. C'est une parfaite illustration de la façon dont la Sierra Nevada a rendu la Californie possible. C'est absolument ça. Je ne m'attendais pas à trouver du marbre au fond de ce profond canyon. Eldridge Moores m'en explique la raison. Nous sommes entourés d'une roche qu'on appelle le marbre. C'est une roche métamorphique, issue de la recristallisation du calcaire, qui a été déposée ici il y a 200 à 250 millions d'années. Pour obtenir du marbre, il faut d'abord du calcaire, qui est principalement le résidu d'une vie sous-marine, des fossiles invertébrés. Et ce calcaire, une fois déposé, se retrouve enfoui très profondément et chauffé à de très fortes températures. Il se recristallise alors et forme du marbre. Nous pouvons voir ces rochers marbrés grâce au travail de bulldozers des glaciers qui ont emporté un grand nombre de roches avant de les déposer ailleurs. Vous dites qu'on remonte une moraine, mais c'est quoi une moraine au juste? Une moraine, c'est un tas de matière laissé par un glacier, soit à son extrémité, soit sur son flanc. Quand ils fondent, ces matières sont transportées dans la glace et déposées à la fin. Le glacier a fini sa course ici? Oui, tout à fait. La vallée là-bas devait être remplie de glace quasiment jusqu'au sommet. La glace a cette formidable capacité de gratter la roche sur son passage. Elle n'est pas figée. Elle se déplace lentement vers le creux de la vallée et ce faisant, elle gratte les flancs et l'aval des montagnes, créant ainsi ce qu'on appelle un paysage glaciaire. Au nord du Kings Canyon, à moins de 160 km à vol d'oiseau, mais à une journée de route à cause du terrain accidenté de la Sierra Nevada, se trouve le parc national de Yosemite.
Nous faisons un petit arrêt au pied d'El Capitan, une formation rocheuse haute de 1000 mètres. Et avoir vaincu le El Capitan est une véritable référence pour un escaladeur. J'en vois d'ailleurs un, à peu près au tiers de l'ascension, avec tout son pactage accroché. Il se prépare visiblement à passer la nuit là-haut. D'après ce qu'on m'a dit, il faut 2 à 3 jours pour atteindre le sommet. Les escaladeurs font donc un bivouac suspendu et dorment dans un hamac. Ces rochers n'ont pas l'air à leur place. Non, en effet. Quelqu'un les a amenés ici. Ce sont les glaciers qui les ont transportés et déposés ici. Comment ça? Quand la glace a fondu. La glace les a amenés ici avant de fondre? Oui, c'est ça. Ils ont dû parcourir un long chemin. C'est possible, oui. C'est comme si une énorme machine était venue ici et avait lissé tout ça. Et cette machine, c'est un glacier qui s'est lentement déplacé vers notre droite, donc à l'ouest. Et qui devait faire plusieurs centaines de mètres. Oui, au moins 300 mètres d'épaisseur. Ce sont des minéraux riches en silicate de fer et de magnésium qui se sont formés dans le magma. Pendant son refroidissement? Oui. Et certains se sont même certainement formés très tôt, car leur cristallisation semble très avancée. Ah, c'est chouette. On dirait de petites météorites. Je sais que ce n'est pas le cas, vous pouvez rire, mais ça y ressemble. Je pense que ces minéraux sont des amphiboles, connus sous le nom de hornblende. Et ils se sont formés quand le magma fondu s'est refroidi. Exactement. Très en profondeur? Oui, entre 8 et 15 km de profondeur. Nous voici sur le Glacier Point. Il y a peu d'endroits au monde qui offrent un aussi bel exemple de vallée glaciaire en U. Ce qu'on voit là, c'est le canyon Tenaya. Qu'est-il arrivé à l'autre moitié de ce dôme? Ou elle a été emportée par le glacier, ou elle s'est effondrée. Dans ce dernier cas, elle s'est alors intégrée au glacier et a fini en bas de la vallée sous la forme d'une moraine. Le plus important à retenir du Yosemite, c'est peut-être qu'il s'agit de l'un des meilleurs exemples de transformation de paysages glaciaires au monde. Les cours d'eau qui s'écoulaient vers l'ouest sont devenus des canyons en V, qui sont à leur tour devenus ces grandes vallées suspendues en U que l'on voit ici. On peut difficilement trouver mieux. L'un des premiers touristes célèbres à avoir visité la vallée du Yosemite, c'est John Muir. Cet homme venu de l'Est a été fasciné par ce qu'il a découvert ici. Il est arrivé jusqu'à cet endroit à pied. C'était un naturaliste autodidacte. Muir a émis l'hypothèse selon laquelle cette vallée n'était pas née ainsi, qu'elle avait été sculptée par des glaciers. Il a publié ses notes, bien que n'étant pas géologue de formation. À l'époque, le géologue officiel de l'État de Californie s'appelait Josiah Whitney. Whitney a dénoncé la théorie de Muir comme étant une escroquerie, le travail d'un ignorant, un homme de l'Est qui ne connaissait rien à la géologie. Cette vallée ne pouvait pas avoir été sculptée par un glacier. Aujourd'hui, Whitney a donné son nom à une montagne, Muir à un simple sentier de randonnée. Mais c'est Muir qui avait raison.
Si l'œuvre de John Muir a rendu la vallée de Yosemite célèbre aux États-Unis au début du 19e siècle, les photographies d'Ansel Adams ont permis au monde entier de la découvrir dans les années 1930. Son cliché le plus célèbre a été pris ici même. Voici les chutes de Yosemite. Je les ai tellement vues en photo. Oui. Et sur la gauche, on voit bien le sentier vers le milieu de cette petite falaise et qui monte jusqu'au sommet. Oui, ça serpente jusqu'en haut. C'est ça. Et par là, vous avez une série de dômes, avec notamment le North Dome, en face du Half Dome. Et la montagne que l'on voit derrière s'appelle le Clouds Rest. Elle est un peu plus haute et davantage recommandée pour la randonnée que le Half Dome qui est inaccessible. Plus à droite, on voit le canyon de la Merced, la principale rivière qui descend ici. Et la vallée plus en retrait, c'est la petite Yosemite. Parce qu'elle est plus petite et peut-être suspendue aussi. Oui et non. C'est en quelque sorte une vallée suspendue, car elle a deux cascades qui tombent jusqu'au niveau de la vallée de Yosemite elle-même. Là-bas, on voit les chutes de Yosemite, un vrai paysage de peinture. Oui, et derrière ces chutes, oui, il y a une autre vallée et un autre bassin hydrographique qui produit de l'eau pour les chutes, bien alimenté à cette époque de l'année. Sur la droite, on voit de la fumée, certainement un départ de feu dû à la foudre. Et ensuite, le sommet que vous voyez, cette série de dômes, c'est le mont Starking. En continuant vers l'ouest, sur le côté nord de la vallée de Yosemite, on distingue toute cette zone jusqu'à la superbe formation rocheuse d'El Capitan. Il y a une série de tours qu'on appelle les tours cathédrales. Et on voit les signes évidents de glaciation en bas de cette vallée, puis jusqu'au bout, après cette courbe là-bas. donc l'aspect lisse des parois et la forme en U, tout ça signifie glacier. Exact. De même que les quelques moraines que l'on voit au loin en contrebas. C'est dans cette région que s'est terminée la dernière glaciation. C'est le seul endroit au monde où on en voit de telles preuves. Si on se projette dans le passé, cet endroit était rempli de glace. Complètement, oui. À tel point que le sommet du Half Dome ressortait à peine. La vallée de Yosemite avec ses paysages incomparables, son fleuve rugissant, ses chutes d'eau étincelantes, ses falaises vertigineuses, ses montagnes interminables, a attiré l'attention du pays sur la Sierra Nevada et permis la création de parcs nationaux. La Sierra Nevada est aujourd'hui réputée comme étant la chaîne de montagnes la plus importante et la mieux connue des États-Unis.
La prochaine fois, je serai au point. Ça s'améliore. Mais c'est pas encore ça. Je peux faire mieux. Mais il y a un autre facteur. Les prévisionnistes pensent qu'avec le réchauffement climatique, les précipitations hivernales sur la Sierra Nevada se feront plus sous forme de pluie que de neige. Et comme la pluie s'évacue, les séquoias auront moins d'eau. Ils devront donc résister à la sécheresse. Oui, c'est exactement ça. Si le National Park Service limite l'accès à ces arbres, c'est parce que leur système radiculaire est peu profond. S'il y avait trop de passages près de leurs pieds, ça abîmerait leurs racines. Plus que le feu, en tout cas, car cet arbre est en parfaite santé. Il a plein de branches vertes, alors qu'un tiers de son écorce a disparu. Mais il a toute la nourriture dont il a besoin. Il pousse? Oui, il se porte bien. Et comme il doit avoir 1 millier d'années, il va certainement grandir encore longtemps. Le général Grant est un énorme séquoia. A priori, le 3e arbre le plus large au monde en termes de volume. Il n'est pas spécialement grand, seulement 86 mètres, et il est encore tout jeune, à peine 1700 ans. Les séquoias dépassent fréquemment les 3000 ans. Mais qu'est-ce qu'il est gros! Ah, ça fait tout drôle de marcher à l'intérieur d'un séquoia mort. Ça prouve à quel point ils sont énormes. En effet. Et ce qui est surprenant, c'est cette cavité qui s'étend sur toute la longueur du tronc. Oui, elle a été creusée par le feu. Attention de ne pas tomber. Mais lui, après sa chute, a encore survécu quelque temps. Il est mort depuis plus de 100 ans. Ça ne me surprend pas. Ce bois résiste donc très bien aux années. Les tanins et les nombreux tissus ligneux ralentissent son pourrissement. Ouais. Heureusement que ce n'est pas un très bon bois de charpente, sinon il serait parti depuis longtemps. C'est sûr. Dans ces forêts d'arbres géants s'écoule le Kings River, qui creuse encore aujourd'hui le Kings Canyon. Nous avons déjà dit que la Sierra Nevada est une source d'eau. Oui. Et tous les cours d'eau comme celui-ci proviennent des couches neigeuses. Oui. Ils gonflent. L'eau d'ici est bloquée par des barrages, puis déviée à des fins d'irrigation. Sans ce système, elle déboucherait dans ce que l'on appelait autrefois le lac Tulare, situé au sud de la vallée. C'était un lac bas et marécageux, aujourd'hui transformé en terre arable. Oui, c'est ça. C'est une parfaite illustration de la façon dont la Sierra Nevada a rendu la Californie possible. C'est absolument... C'est une chaîne de montagnes qui accueille 3 des plus célèbres parcs nationaux des États-Unis. On devine l'ancienneté de ces arbres aux marques laissées par le feu, à croire qu'ils ne craignent pas les incendies. On a une belle vue du Kings Canyon. Et voici les chutes de Yosemite. Je les ai tellement vues en photo. C'est la chaîne de montagnes la plus longue et la plus spectaculaire des États-Unis, la Sierra Nevada. La Sierra Nevada en Californie est une énorme chaîne de montagnes, grande comme l'État de Virginie occidentale. 650 km de long sur 65 à 80 km de large. C'est ici que culmine le plus haut sommet de la zone continentale américaine, à quelques dizaines de kilomètres seulement du point le plus bas du pays. On y trouve les plus gros arbres au monde, ainsi que certains des plus beaux parcs nationaux des États-Unis. Mon frère Dick est géologue, mais nous avons tous les deux besoin d'un expert en la matière pour mieux comprendre ce que nous nous apprêtons à découvrir. Eldridge Moores est violoncelliste concertiste, mais c'est surtout un géophysicien reconnu dans le monde entier pour ses travaux expliquant la naissance de la Sierra Nevada. Le lac Mono est situé à l'est de la Sierra Nevada.
Ces étranges formations rocheuses sont plus connues que son eau. Dans la zone est de cette chaîne, il y a deux choses à ne pas manquer. La vallée de l'Owens Oui, et le lac Mono. oui. Le lac Mono est l'un des sites touristiques les plus visités à l'est de la Sierra Nevada en raison de son étrangeté. En effet. J'ai donc besoin qu'un naturaliste m'explique de quoi il s'agit. Bien. Tout d'abord, l'eau du lac Mono est très saline, bien plus que celle des océans. L'eau des montagnes descend dans le bassin du lac, mais ce bassin n'a aucune issue, il est ceinturé par des failles. L'eau reste donc ici, elle s'évapore et devient très salée. L'autre caractéristique, ce sont bien sûr ces touphases, des formations causées par l'arrivée de sources d'eau douce dans le lac. Il y a donc des sources au niveau des touphases? Oui. Pendant tout un temps, l'eau douce est remontée dans le lac et s'est mélangée à l'eau salée. 150 km. Oui. Et elle commence non loin de notre position, à l'extrémité nord. Oui, ça commence dans ce coin-là. La vallée de l'Owens constitue l'endroit idéal pour apercevoir les sommets de la Sierra Nevada. De là, il faut une longue journée de route pour atteindre le parc national de Kings Canyon. Nous sommes ici, au Panoramic Point. Dans le parc de Kings Canyon? Absolument. Et d'ici, nous surplombons le canyon principal. Quel est ce cours d'eau profond qui sort en faisant un angle? Ça, c'est le Middle Fork, un affluent du Kings River. Waouh, c'est énorme. Oui, impressionnant. On peut aussi constater une différence de topographie. Les chaînes les plus hautes sont formées de crêtes arrondies et de grandes vallées en forme de U. Ce sont des zones qui ont été touchées par la dernière période glaciaire. Mais les canyons profonds sont plutôt en forme de V. C'est vrai, les roches sont plus dures en bas et elles n'ont donc pas été lissées par le poids des glaciers. C'est exact. Le Pléistocène, c'était il y a 2 millions d'années? Oui, 2 millions d'années environ, jusqu'à il y a 10 000 ans. Il y avait donc plusieurs glaciers ici à cette époque. Oui, il y a eu au moins 3 glaciations, peut-être plus. Et tout ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est cette minuscule quantité de glace qui fond rapidement. C'est ça. Je ne sais pas à quelle vitesse exacte ça s'érode, mais c'est rapide. Ce parc porte le nom de son magnifique canyon, mais il abrite également quelques forêts de gigantesques séquoias. On devine l'ancienneté de ces arbres aux marques laissées par le feu, à croire qu'ils ne craignent pas les incendies. C'est vrai. Ils résistent particulièrement bien au feu qui est monté très haut sur les troncs. Tous ces arbres sont marqués, mais les incendies ne leur font aucun effet. Le feu fait partie de l'écologie de cette région. D'ailleurs, les séquoias ne peuvent pas se reproduire sans lui. Au début, l'Agence des parcs nationaux a lutté contre les feux de forêt, ce qui a empêché la naissance de toute une génération de séquoias. C'est exact. Toute une génération de séquoias a été perdue durant cette période. Mais depuis qu'on a cessé de lutter contre les incendies, de petits arbres ont recommencé à apparaître. Il y a donc à nouveau des bébés séquoias. Oui, ils n'ont que quelques années. Ces arbres sont absolument colossaux. Ce sont les plus grands du monde. Qu'est-ce qui leur plaît autant ici, dans cette partie de la Sierra Nevada? Ils apprécient le climat, fer et de magnésium qui se sont formés dans le magma. Pendant son refroidissement? Oui, et certains se sont même certainement formés très tôt, car leur cristallisation semble très avancée. Ah, c'est chouette. On dirait de petites météorites. Je sais que ce n'est pas le cas, vous pouvez rire, mais ça y ressemble. Je pense que ces minéraux sont des amphiboles, connus sous le nom de hornblende. Et ils se sont formés quand le magma fondu s'est refroidi. Exactement. Très en profondeur? Oui, entre 8 et 15 km de profondeur.
Nous voici sur le Glacier Point. Il y a peu d'endroits au monde qui offrent un aussi bel exemple de vallée glaciaire en U. Ce qu'on voit là, c'est le canyon Tenaya. Qu'est-il arrivé à l'autre moitié de ce dôme? Ou elle a été emportée par le glacier, ou elle s'est effondrée. Dans ce dernier cas, elle s'est alors intégrée au glacier et a fini en bas de la vallée sous la forme d'une moraine. Le plus important à retenir du Yosemite, c'est peut-être qu'il s'agit de l'un des meilleurs exemples de transformation de paysages glaciaires au monde. Les cours d'eau qui s'écoulaient vers l'ouest sont devenus des canyons en V, qui sont à leur tour devenus ces grandes vallées suspendues en U que l'on voit ici. On peut difficilement trouver mieux. L'un des premiers touristes célèbres à avoir visité la vallée du Yosemite, c'est John Muir. Cet homme venu de l'Est a été fasciné par ce qu'il a découvert ici. Il est arrivé jusqu'à cet endroit à pied. C'était un naturaliste autodidacte. Muir a émis l'hypothèse selon laquelle cette vallée n'était pas née ainsi, qu'elle avait été sculptée par des glaciers. Il a publié ses notes, bien que n'étant pas géologue de formation. À l'époque, le géologue officiel de l'État de Californie s'appelait Josiah Whitney. Whitney a dénoncé la théorie de Muir comme étant une escroquerie, le travail d'un ignorant, un homme de l'Est qui ne connaissait rien à la géologie. Cette vallée ne pouvait pas avoir été sculptée par un glacier. Aujourd'hui, Whitney a donné son nom à une montagne, Muir à un simple sentier de randonnée. Mais c'est Muir qui avait raison. Ces arbres ont au moins 3000 ans, n'est-ce pas? C'est ça. Quand ils sont nés, le climat était radicalement différent de celui que nous allons connaître dans les décennies à venir. Comment envisagez-vous l'avenir des séquoias? Difficile à dire. L'environnement qui semble leur convenir le mieux va remonter à la fois en altitude et vers le nord. Tout dépend s'ils arrivent à s'adapter à temps. Mais il y a un autre facteur. Les prévisionnistes pensent qu'avec le réchauffement climatique, les précipitations hivernales sur la Sierra Nevada se feront plus sous forme de pluie que de neige. Et comme la pluie s'évacue, les séquoias auront moins d'eau. Ils devront donc résister à la sécheresse. Oui, c'est exactement ça. Si le National Park Service limite l'accès à ces arbres, c'est parce que leur système radiculaire est peu profond. S'il y avait trop de passages près de leurs pieds, ça abîmerait leurs racines. Plus que le feu, en tout cas, car cet arbre est en parfaite santé. Il a plein de branches vertes, alors qu'un tiers de son écorce a disparu. Mais il a toute la nourriture dont il a besoin. Il pousse? Oui, il se porte bien. Et comme il doit avoir 1 millier d'années, il va certainement grandir encore longtemps. Le général Grant est un énorme séquoia. A priori, le 3e arbre le plus large au monde en termes de volume. Il n'est pas spécialement grand, seulement 86 mètres, et il est encore tout jeune, à peine 1700 ans. Les séquoias dépassent fréquemment les 3000 ans. Mais qu'est-ce qu'il est gros! Ah, ça fait tout drôle de marcher à l'intérieur d'un séquoia mort. Ça prouve à quel point ils sont énormes. En effet. Et ce qui est surprenant, c'est cette cavité qui s'étend sur toute la longueur du tronc. Oui, elle a été creusée par le feu. Attention de ne pas tomber. Mais lui, après sa chute, a encore survécu quelque temps. Il est mort depuis plus de 100 ans. Ça ne me surprend pas. Ce bois résiste donc très bien aux années. Les tanins et les nombreux tissus ligneux ralentissent son pourrissement. Ouais. Heureusement que ce n'est pas un très bon bois de charpente, sinon il serait parti depuis longtemps. C'est sûr. Dans ces forêts d'arbres géants s'écoule le Kings River, qui creuse encore aujourd'hui le Kings Canyon. Nous avons déjà dit que la Sierra Nevada est une source d'eau. Oui. Et tous les cours d'eau comme celui-ci proviennent des couches neigeuses. Oui.
Il gonfle. Les précipitations hivernales sur la Sierra Nevada se feront plus sous forme de pluie que de neige. Et comme la pluie s'évacue, les séquoias auront moins d'eau. Ils devront donc résister à la sécheresse. Oui, c'est exactement ça. Si le National Park Service limite l'accès à ces arbres, c'est parce que leur système radiculaire est peu profond. S'il y avait trop de passages près de leurs pieds, ça abîmerait leurs racines. Plus que le feu en tout cas, car cet arbre est en parfaite santé. Il a plein de branches vertes, alors qu'un tiers de son écorce a disparu. Mais il a toute la nourriture dont il a besoin. Il pousse? Oui, il se porte bien. Et comme il doit avoir 1 millier d'années, il va certainement grandir encore longtemps. Le général Grant est un énorme séquoia. A priori, le 3e arbre le plus large au monde en termes de volume. Il n'est pas spécialement grand, seulement 86 mètres, et il est encore tout jeune, à peine 1700 ans. Les séquoias dépassent fréquemment les 3000 ans. Mais qu'est-ce qu'il est gros! Ah, ça fait tout drôle de marcher à l'intérieur d'un séquoia mort. Ça prouve à quel point ils sont énormes. En effet. Et ce qui est surprenant, c'est cette cavité qui s'étend sur toute la longueur du tronc. Oui, elle a été creusée par le feu. Attention de ne pas tomber. Mais lui, après sa chute, a encore survécu quelque temps. Il est mort depuis plus de 100 ans. Ça ne me surprend pas. Ce bois résiste donc très bien aux années. Les tanins et les nombreux tissus ligneux ralentissent son pourrissement. Ouais. Heureusement que ce n'est pas un très bon bois de charpente, sinon il serait parti depuis longtemps. C'est sûr. Dans ces forêts d'arbres géants s'écoule le Kings River, qui creuse encore aujourd'hui le Kings Canyon. Nous avons déjà dit que la Sierra Nevada est une source d'eau. Oui. Et tous les cours d'eau comme celui-ci proviennent des couches neigeuses. Oui. Ils gonflent. L'eau d'ici est bloquée par des barrages, puis déviée à des fins d'irrigation. Sans ce système, elle déboucherait dans ce que l'on appelait autrefois le lac Tulare, situé au sud de la vallée. C'était un lac bas et marécageux, aujourd'hui transformé en terre arable. Oui, c'est ça. C'est une parfaite illustration de la façon dont la Sierra Nevada a rendu la Californie possible. C'est absolument ça. Je ne m'attendais pas à trouver du marbre